recruteurs de très haut niveau et compilent des bases de données massives, tout ça pour traquer un joueur qu'ils n'ont absolument aucune intention d'acheter dans l'immédiat. Ouais, dit comme ça paraît complètement fou. C'est clair. De l'extérieur, ça semble totalement absurde. Mais pour comprendre cette logique, il faut vraiment plonger au cœur des rouages invisibles du football professionnel. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait un décryptage complet d'une série de publications d'avril 2026. Des articles qui nous viennent du média sportif sénégalais Wisport, c'est bien ça? Exactement. Et ces sources, elles nous offrent une fenêtre vraiment fascinante sur le marché des transferts, en se concentrant sur un nom qui agite pas mal l'Angleterre en ce moment, Iliman Ndiaye, l'attaquant d'Everton. Et je tiens à le préciser pour ceux qui nous écoutent, notre mission aujourd'hui, c'est pas du tout de faire la chronique des potents sportifs, hein. Pas du tout. L'objectif, c'est d'utiliser ce cas précis pour désosser les véritables stratégies d'entreprise, les leviers de négociation financière et même la guerre de l'information qui régissent ce marché. Et c'est essentiel de le voir comme ça, en fait. Il faut vraiment voir cette situation comme un écosystème financier complexe. Ouais. Parce que, tu vois, l'information sportive de surface, elle se contente d'annoncer qu'un grand club s'intéresse à un joueur talentueux. Fin de l'histoire. Le grand classique de la rumeur de transfert, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en grattant un peu cette surface, on découvre des mécanismes de valorisation d'actifs qui sont assez dingues. Des stratégies de gestion des risques à long terme. Et surtout, un protectionnisme institutionnel vraiment féroce. Mais bon, pour comprendre pourquoi Ndiaye est au centre de toute cette tempête, il faut d'abord poser le cadre et analyser le macro-environnement qui est décrit par nos sources. Hmm. Et ce macro-environnement, c'est tout simplement l'âge d'or du football sénégalais sur le marché européen. Les brèves de Will Sport, elles dressent un tableau hyper clair d'une nation dont les talents sont littéralement en pleine explosion de valeur. Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. De fou. Je veux dire, on parle de Pape Matar Sarr, dont un éventuel départ de Tottenham est aujourd'hui évalué autour de 50 millions de livres. 50 millions, hein. C'est massif. Ensuite, tu as Ismaïla Sarr, qui fait l'objet d'une cour mais vraiment assidue de la part de clubs de calibre très différents. On parle de Villarreal, du Milan AC, et même Everton d'ailleurs. Et puis, si on sort un instant des joueurs, on ajoute à cela l'exportation de l'expertise managériale. Oui, avec la nomination d'Aliou Cissé. Exactement, Aliou Cissé qui devient sélectionneur de l'Angola. Donc on n'est plus du tout face à des réussites isolées, par-ci par-là. On assiste à la consolidation d'un véritable label de qualité sur le marché. Et ce phénomène de label, il est crucial dans l'évaluation des risques par les recruteurs européens. Les grands clubs, aujourd'hui, ils scannent pas seulement des individus complètement déconnectés de leur contexte. C'est-à-dire quoi? Ils regardent quoi d'autre? Garanties. Des garanties psychologiques et tactiques. La réussite collective de la sélection sénégalaise, qui, je le rappelle, a été championne d'Afrique, et l'adaptation réussie de plusieurs de ses cadres dans les championnats les plus exigeants, tout ça, ça réduit la perception de risque financier pour les investisseurs. C'est comme une sorte de filet de sécurité psychologique pour eux. Exactement. Quand une direction sportive doit approuver un budget de plusieurs dizaines de millions, elle s'appuie sur ces tendances lourdes pour justifier son choix auprès des actionnaires. On n'achète pas juste un joueur, on achète un profil qui a fait ses preuves dans une dynamique collective gagnante. Mm. Et tu sais, c'est ce qui m'amène à une petite analogie avec le secteur de la tech. En préparant cette analyse, je me disais qu'on peut tout à fait comparer le marché de ces talents à la dynamique de la Silicon Valley, tu vois. Ah, j'aime bien ça. Comment ça? Iliman Ndiaye, dans ce modèle, c'est un peu une start-up technologique hyper prometteuse qui a développé une solution innovante. Everton, de son côté, agit comme un incubateur, une entreprise de taille, on va dire intermédiaire, qui a pris le risque initial d'intégrer cette technologie et de la faire grandir. Ouais, c'est très juste. Mais la finalité d'une start-up brillante dans cet écosystème, c'est inévitablement de se faire absorber par un géant de la tech, un Google ou un Apple, qui cherche à monopoliser l'innovation avant que sa valorisation n'atteigne des sommets totalement délirants. Sauf que, et c'est là que j'ai un petit souci dans le cas de Ndiaye, j'ai un véritable problème avec les données brutes. Tu veux dire une contradiction dans les chiffres? Ouais, une contradiction majeure même. Je suis assez sceptique. Les articles de Wiosport mentionnent ces statistiques pour la saison en cours. Et c'est 6 buts et 3 passes décisives en championnat. Oui. Enfin, soyons honnêtes, ce sont pas du tout des chiffres qui justifient de faire sauter la banque, quoi. Ou d'alerter les directions de clubs comme Manchester United ou Liverpool. Si on reste sur ma métaphore de la tech, c'est un chiffre d'affaires qui est correct pour une jeune entreprise, mais c'est vraiment pas le genre de revenu qui provoque une offre de rachat agressive hostile à plusieurs millions. C'est clair.
Donc pourquoi ces mastodontes se positionnent sur un profil dont le rendement statistique pur reste au fond assez modeste pour l'élite européen? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est parce que les directions sportives modernes ont compris un truc fondamental. Les statistiques brutes, comme les buts ou les passes décisives, ce sont des indicateurs d'une pauvreté analytique alarmante. Vraiment? Pauvreté analytique. Le but au foot, c'est quand même de marquer, non? Bien sûr. Mais s'en tenir à ces seuls chiffres, c'est comme juger la valeur d'une entreprise technologique uniquement sur son bénéfice net immédiat, c'est-à-dire sans regarder ses brevets, son infrastructure ou son taux de rétention des utilisateurs, tu vois? Ah, je vois. Ouais, on manque toute la partie structurelle. Exactement. Et d'ailleurs, la source de Wixport, elle glisse un indice fondamental dans ses lignes en soulignant que Diaye gagne, je cite, en influence au sein de l'équipe avec des prestations convaincantes. Le mot-clé ici, c'est influence. L'influence, dans les modèles de données algorithmiques qui sont utilisés aujourd'hui par des clubs comme Liverpool, ça se mesure par des métriques qui sont complètement invisibles à l'œil nu pour le téléspectateur lambda. Et on parle de quoi concrètement là? De, je sais pas, de sa capacité à courir plus longtemps? De son cardio? Non, c'est beaucoup plus fin que ça. On parle de concepts comme les expected threats, donc les menaces attendues, ou de la valeur ajoutée par possession. Les analystes de Liverpool, par exemple, ils s'en fichent un peu de compter ses buts. Eux, ils modélisent la façon dont ces appels de balles forcent deux défenseurs adverses à se désaxer. Ce qui libère de l'espace pour les autres, du coup. Voilà. Ils mesurent combien de fois ces passes cassent les lignes de pressing de l'adversaire. Ils évaluent sa capacité à recevoir le ballon dos au jeu sous une pression intense et à transformer une situation défensive qui était super précaire en une attaque placée. C'est fou le niveau de détail. Si on relie cela à une image plus large, c'est cette gravité tactique, cette capacité à optimiser le rendement des 10 autres joueurs autour de lui qui transforme un attaquant à 6 petits buts en un actif d'une valeur inestimable pour un système collectif de très haut niveau. Ce qui explique pourquoi Manchester United avait déjà manifesté son intérêt récemment et pourquoi Liverpool maintenant entre dans la danse. Tout à fait. Mais bon, là où cette analyse plonge vraiment dans la guerre psychologique pure, c'est la manière dont toutes ces informations émergent publiquement. Parce que nos sources nous disent que c'est Team Talk, un média anglais, qui lance la rumeur de l'intérêt de Liverpool en premier, et ensuite Wii Sport s'en fait l'écho au Sénégal. C'est le circuit classique de la rumeur, ouais. Sauf que, il faut se poser la question de la provenance de ces fuites. Dans le monde des affaires, une fuite dans la presse financière juste avant une acquisition, c'est très rarement accidentel, on est d'accord? Ah, c'est même souvent orchestré au millimètre. Bah voilà, donc est-ce qu'on ne serait pas simplement en train de lire un communiqué de presse déguisé, un truc monté de toutes pièces par l'entourage du joueur pour en gros manipuler le marché? C'est une lecture très pertinente. Dans ce milieu, l'information, c'est vraiment l'arme de négociation la plus redoutable du mercato. Il est extrêmement fréquent que les agents de joueurs utilisent ce qu'on appelle une stratégie de tenaille médiatique. Une tenaille médiatique? Ouais. En faisant fuiter l'intérêt d'un géant comme Liverpool dans la presse anglaise, l'agent envoie un message direct à la direction d'Everton. Et en s'assurant dans un deuxième temps que cette info est reprise par des médias locaux hyper suivis comme Wisport, il crée un récit d'ascension irrésistible dans le pays d'origine du joueur. Ce qui, au passage, augmente considérablement sa valeur commerciale et symbolique. Mais attends, dans quel but immédiat? Parce que forcer un transfert vers Liverpool depuis Everton, ça s'annonce quand même presque impossible vu les rivalités. Justement, pas nécessairement pour un transfert. Souvent, la véritable cible de cette manipulation, ce n'est pas l'acheteur potentiel, c'est l'employeur actuel. Oh, d'accord, pour faire monter les enchères en interne. Exactement. Créer l'illusion, ou du moins exagérer la réalité d'une menace de départ vers un concurrent beaucoup plus riche, c'est de loin le moyen le plus rapide d'obliger Everton à paniquer un peu, et donc à proposer une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale massive. C'est la création pure et dure, artificielle, d'un sentiment d'urgence et de rareté. Voilà. Et ça marche très bien. Ce qui est dingue, c'est que même si les clubs savent pertinemment que les agents manipulent la presse, ils sont presque obligés de réagir. Parce que la rumeur, elle modifie la perception des supporters, ça crée de l'attente, de l'angoisse et donc une pression monstre sur les dirigeants. C'est le pouvoir de l'opinion publique, ouais. C'est fascinant. Mais bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut qu'on aborde la nature précise de cet intérêt de Liverpool. La source utilise des termes très spécifiques. Oui, on parle de surveillance. C'est ça. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, et sa direction seraient dans une réflexion à, je cite, moyen terme pour le renouvellement de leur secteur offensif. Le dossier n'est qu'au stade de la surveillance, sans aucune démarche concrète.
Et là, très honnêtement, cette notion de moyen terme dans le sport de haut niveau, ça me laisse hyper sceptique. Pourquoi ça avec moi? Le problème, c'est que le football d'élite est viscéralement construit sur l'urgence. Je veux dire, tu as une blessure de ligament croisé le mardi soir, le club a besoin d'un nouvel attaquant le vendredi pour éviter une crise de résultats qui pourrait leur coûter une qualif en Ligue des Champions. Et ça, c'est un manque à gagner de 60 millions d'euros. C'est la réalité du terrain, oui. Pour un besoin qui n'existe même pas encore, ça ressemble à une immense déperdition d'énergie. Pourquoi ne pas allouer toutes ces ressources à des cibles qui sont immédiatement activables? Eh bien, parce que recruter dans la précipitation, c'est statistiquement le meilleur moyen de détruire du capital. Ce qui est fascinant ici, c'est l'approche de Liverpool. Ils ont complètement institutionnalisé une approche scientifique de l'acquisition de talent. Ah, donc cette surveillance, c'est pas juste regarder des matchs en buvant un café. Ah non, pas du tout. La phase de surveillance à moyen terme, ce n'est pas de la passivité. C'est un audit complet, chirurgical et multidimensionnel de l'actif. Ils ne se contentent pas de valider l'adéquation tactique de Ndiaye. Ils regardent quoi alors Ils évaluent sa durabilité mécanique sur une saison entière de Première Ligue, avec son rythme infernal. Ils construisent un profil psychologique complexe. Par exemple, comment réagit-il après une série de 3 défaites consécutives? Quel est son comportement corporel lorsqu'il est relégué sur le banc pendant 2 matchs? Est-ce qu'il s'investit toujours dans le contre-pressing à la 85e minute, lorsqu'il pleut des cordes et que son équipe mène déjà par 2 buts d'écart? Waouh. Donc en gros, ce sont des données comportementales et physiques qui ne peuvent s'accumuler qu'avec le temps. C'est pas sur un match que tu vois ça. Exactement. Ils étudient son caractère industriel en quelque sorte. Le terme industriel est parfaitement choisi. C'est tout à fait ça. Liverpool, en fait, anticipe l'obsolescence programmée de ses propres cadres offensifs, qui est liée au vieillissement des joueurs ou à la fin imminente de leur contrat. En accumulant toutes ces données hyper précises sur Ndiaye aujourd'hui, il prépare le terrain pour que l'intégration, si jamais elle a lieu dans 18 mois, se fasse avec un taux d'échec proche de zéro. C'est de la gestion de risque clinique en fait. C'est exactement ça. L'absence de démarche concrète immédiate, c'est une stratégie totalement délibérée, pour ne pas surpayer un actif avant d'avoir, mais alors la certitude absolue de sa compatibilité avec tout l'écosystème du club. C'est impressionnant. C'est un audit tellement méthodique qu'on en oublierait presque un détail assez massif, la résistance de la cible. Et oui, Everton n'a pas dit son dernier mot. Grave, parce que pendant que Liverpool observe tranquillement et que les agents orchestrent des fuites dans les médias sénégalais et britanniques, il y a un obstacle fondamental que Wisport souligne très très clairement, la position d'Everton. L'article précise que Ndiaye est devenu un élément vraiment essentiel de leur projet sportif. Mhm. Et il ajoute que toute ouverture pour un transfert est, je cite, particulièrement compliquée, surtout face à un concurrent direct. Et c'est là-dessus, sur ce terme de concurrent direct, que réside toute la tension financière de cette histoire. C'est littéralement la ligne de faille géopolitique de ce dossier. Cela soulève une question importante, parce que la notion de concurrent direct, elle transforme une simple transaction commerciale en un calcul de théorie des jeux à somme nulle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce que, sauf erreur de ma part, l'argument financier de base voudrait que tout joueur ait un prix, non? En théorie, oui. Donc, si Liverpool décide demain matin de poser, disons, 60 ou 70 millions de livres sur la table, on pourrait se dire qu'Everton n'a pas d'autre choix économique que d'accepter. Avec une telle somme, il pourrait très bien recruter 2 ou 3 jeunes talents excellents et reconstruire leur projet. Pourquoi cet ancrage sur le concept de concurrent direct rend-il l'argent de Liverpool presque inopérant? Parce qu'il faut analyser l'économie souterraine de la Première Ligue. Dans ce championnat en particulier, les revenus liés aux droits télévisuels et aux paiements au mérite qui sont basés sur le classement final sont astronomiques, Genre vraiment massif. absolument massifs. Chaque place gagnée ou perdue au classement représente des dizaines de millions d'euros de différence. Si Everton vend son joueur clé à un club espagnol ou italien, il récupère le capital, d'accord, et ils subissent une perte sportive isolée. Ça n'affecte qu'eux. Ouais, logique. Mais vendre à Liverpool, un club du même championnat, ça déclenche un effet ciseau totalement désastreux. Ah, je vois. En gros, on s'affaiblit soi-même tout en donnant une arme létale à celui qui nous affronte directement le week-end d'après. L'équation est impitoyable. Everton perd les points que Ndiaye aurait générés pour eux sur le terrain et offre littéralement ces mêmes points à Liverpool. Sur une saison complète de 38 matchs, cet échange de force il peut signifier une chute de 3 ou 4 places au classement pour Everton. Et donc une perte sèche financière. Énorme. Le manque à gagner en droits télévisuels et même en attractivité auprès des sponsors qui découlent de cette chute au classement, ça peut très largement engloutir le bénéfice immédiat de l'indemnité de transfert. Même si on parle de 60 millions.
Sans compter, j'imagine, les dégâts purement institutionnels, le fameux signal envoyé au marché. Ah bah ça, c'est presque le pire. Une direction qui cède son atout maître à son voisin, et surtout à son voisin le plus hostile historiquement, elle envoie un message clair de capitulation. C'est comme avouer publiquement que le club n'est plus qu'un vulgaire centre de formation glorifié pour les véritables puissances du championnat. Exactement. Et ça détruit immédiatement le pouvoir de négociation d'Everton pour absolument tous ses futurs transferts. Les autres clubs, les agents, tout le monde saura qu'Everton finit toujours par plier sous la pression des draws. Donc, le refus de discuter avec Liverpool, c'est pas juste une simple affaire d'ego mal placé ou une rivalité historique de clochers entre deux clubs d'une même ville. Non, pas du tout. C'est une question de survie économique pure et dure. C'est la préservation de la crédibilité même de l'entreprise sur le marché international. Ce qui fiche complètement la situation, dans une impasse tactique totale. En fait, si on résume, on a exploré les trois sommets de ce triangle. Mhm. D'abord le joueur, dont la valeur réelle réside dans une influence tactique souterraine que les statistiques classiques